On continue cette journée de lecture. Merci d'être avec nous. Donc, l'art et les mots peuvent-ils sauver le monde ou au moins penser les blessures? Ça fait partie des questions qui traversent les lectures qu'on choisit de vous proposer aujourd'hui. Et cette question, elle est au cœur du livre de l'écrivain japonais Akira Mizubayashi, Suite inoubliable, paru chez Écoutez lire Gallimard, porté par la voix de Constance Dolé. Merci de l'applaudir. Constance Dolé, merci d'être là. Vous êtes comédienne. Je précise que vous avez reçu le Molière pour un rôle dans un seul en scène, Girls and Boys de Denise Kelly, mis en scène par Mélanie Leray. Et vous avez donc adapté en livre audio ce livre. C'est l'histoire d'une jeune luthière qui découvre son destin en réparant un violoncelle. Pourquoi ce texte vous touche particulièrement ? Parce qu'il navigue déjà dans plusieurs époques, qu'il évoque un thème, moi, autour duquel je tourne de manière presque obsessionnelle depuis toujours, sans le savoir depuis longtemps d'ailleurs, qui serait, on va dire, le thème du fantôme et de la manière dont parfois on pressent des choses qui appartiennent à un héritage qu'on ne connaît pas toujours, et qui nous oriente dans la vie, dans des choix qu'on pense être soit le fruit d'un libre arbitre ou alors d'un arbitraire au contraire, et qui finalement ne sont pas gouvernés par ça. Et je trouve que ce livre en parle magnifiquement bien. Extrait de Suite inoubliable de Akira Mizubayashi, Constance Dolé. Un jour d'octobre en 2016, à l'auditorium de Radio France à Paris, le violoncelliste Guillaume Walter, interprétant le concerto d'Édouard Elgar, impressionna le public dès le tout début du premier mouvement. L'entrée solennelle, noble, puissante de la première mesure en mi mineur jouée en triple corde et en quadruple corde, aboutissant 4 mesures plus tard à une blanche en fortissimo, frappa en effet les oreilles des auditeurs qui remplissaient la salle. Après une sorte de longue lamentation triste et sombre, on s'approchait peu à peu de la fin du premier mouvement. Progressivement, les sons de l'orchestre diminuaient en laissant murmurer seuls les violoncelles et les contrebasses, tandis que le violoncelle de Guillaume Walter dessinait en pianissimo une mélodie langoureuse, descendant lentement jusqu'à un do ténébreux, joué en pizzicato. Une seconde après, le soliste dirigea son regard vers le chef d'orchestre pour capter le signal du début du deuxième mouvement qui se jouait sans transition. Guillaume Walter pinça les cordes d'abord en piano, puis en forte, ensuite en fortissimo et enfin en sforzando. Le troisième coup de pizzicato sonna menaçant. Le quatrième, soutenu par une montée fulgurante des cordes, retentit comme une véritable détonation. À ce moment précis, Guillaume crut entendre un petit dérèglement sonore à l'intérieur de son instrument. Il fut un instant troublé, mais il fallait continuer comme si de rien n'était. Le chef d'orchestre ne semblait pas avoir perçu cette infime perturbation. Il fallait qu'il poursuivît sa performance sans être dérangé par cet incident de parcours, sans rien montrer de ce qui l'inquiétait. Il fallait qu'il parvint à exprimer la paisible apparition du premier thème du deuxième mouvement, qui lui faisait penser au mouvement joyeux d'un écureuil, à l'aube d'une journée ensoleillée. Guillaume Walter se sentait enveloppé d'une épaisse couche de chaleur. Il transpirait par tous les pores. Le soliste ne se remettait pas si facilement de l'agitation de cœur suscitée par le déséquilibre sonore qu'il avait perçu quelques secondes auparavant. En effet, dans les notes qui sortaient des cordes de son instrument, il captait un imperceptible changement de tonalité subrepticement introduit dans la foisonnante sonorité qu'il avait l'habitude d'entendre. Au bout d'un certain temps, néanmoins, l'interprète du concerto d'Elgar parvint à se maîtriser et à se couler admirablement dans la musique guillerette et sautillante du deuxième mouvement. Durant le troisième mouvement en adagio, un chant élégiaque qu'il interpréta en douceur, Guillaume Walter ne fut pas dérangé par l'instabilité des sons qu'il avait sentis au mouvement précédent, ou plus exactement, dans la lenteur de la musique,
Il parvenait plus facilement à contrôler son instrument, affecté par une petite défaillance technique accidentellement survenue. Le quatrième et dernier mouvement, revenu en mi mineur, était plus problématique, mais un musicien de haut niveau comme Guillaume Walter était amplement capable de s'adapter à toute situation imprévue. La musique elgarienne vibra en effet dans sa splendeur tragique. Vers la fin, on retrouvait longuement le thème élégiaque de l'adagio avant d'entamer la brève coda qui reprenait majestueusement les accords en triple et quadruple cordes du début de l'œuvre. On eût dit cette fois que le soliste exprimait tout le bouillonnement de colère retenu et dissimulé dans le fort intérieur du compositeur. Le concerto se terminait dans une tension extrême, scandée d'une série périlleuse et impressionnante de sforzando. L'art du violoncelliste resta inébranlable jusqu'aux dernières notes, jouées en quadruple corde. Lorsque les accords finals en croche, suivis d'un demi-soupir et d'un soupir, conclurent le concerto, Guillaume Walter se vit l'objet d'une longue et chaleureuse séquence d'applaudissements. Il remercia le chef d'orchestre ainsi que le premier violon solo. Il remercia aussi les 2 violoncellistes et les 2 altistes qui occupaient le premier rang de chaque pupitre. Il fut rappelé à la scène 3 fois. Qu'est-ce que je fais ? Je renonce au bis que j'ai préparé, se demanda Guillaume Walter. Après un moment d'hésitation, il se décida à jouer le morceau qu'il avait prévu. Il revint sur scène. Lorsqu'il s'assit sur sa chaise, les applaudissements cessèrent. Le violoncelliste éleva la voix pour annoncer le titre de l'œuvre qu'il allait jouer. Le chant des oiseaux, de Pablo Casals. Des applaudissements éclatèrent de nouveau, tandis que l'interprète se réinstallait sur sa chaise. Aussitôt, le calme revint. L'œuvre, d'une durée de 3 minutes à peine, était d'une beauté indicible, d'une tristesse poignante. Elle était en même temps douée d'une telle force d'apaisement mystérieuse qu'elle plongea les auditeurs de l'auditorium dans un silence absolu, où tout un chacun s'entretenait avec soi-même, sans passer par le truchement des sons. Lorsque la dernière note s'envola pour s'effacer progressivement dans l'atmosphère, ce fut une apothéose. Le lendemain matin, Guillaume Walter appela son luthier Jacques Maillard pour prendre rendez-vous. Il lui fit part de ce qui lui était arrivé au cours du concert. Jacques lui proposa de venir à son atelier le surlendemain. Guillaume n'était pas allé voir Jacques depuis 5 ou 6 mois. Lorsqu'il fut introduit dans son vaste atelier de la rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement, il remarqua tout de suite la présence d'une jeune femme aux cheveux châtain clair en train de travailler sur un grand établi posé contre un mur. Ce coin était séparé du reste de l'atelier par une cloison amovible en bois, à moitié ouverte, dont la partie supérieure vitrée permettait de voir ce qui s'y passait. Manifestement, la jeune femme s'attelait à la fabrication d'un alto, dont on voyait l'envers de la table d'harmonie. Jacques se rapprocha d'elle et lui chuchota « Excuse-moi de te déranger, j'aimerais te présenter un client. » D'accord. « Mon cher Guillaume, je te présente Pamina. Ça fait 4 mois qu'elle travaille ici avec moi. Elle m'aide beaucoup. Quand je partirai à la retraite, tu pourras lui confier ton instrument sans inquiétude. J'ai bientôt 89 ans. Il est grand temps que j'arrête, tu ne crois pas ? » Le vieux luthier riait sans retenue avec un brin d'énervement, comme s'il se moquait de lui-même. Malgré son grand âge, que traduisaient ses cheveux argentés encore assez abondants, et les rides qui sillonnaient son front, surtout lorsqu'il se concentrait sur un travail minutieux, Jacques se tenait droit et marchait allègrement. Mais il arrivait à un âge, c'était le moins qu'on puisse dire, où il devait penser à l'après. « Bonjour, enchanté. Ravi de vous connaître. Pamina comme la Pamina de la flûte enchantée ? Tout à fait, mes parents adorent cet opéra. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui s'appelle Pamina. C'est un prénom mozartien magnifique auquel on ne pense jamais, non ? Dit Guillaume sur un ton joyeux et enthousiaste. Le musicien était devenu légèrement rouge. Il aurait dit, ou on aurait dit qu'il était frappé et en même temps intimidé par la beauté discrète de la luthière. Il cherchait à dissimuler maladroitement sa timidité, son embarras. « C'est vrai que c'est rare, fit Jacques.
Personnellement, je ne connais pas d'autre Pamina. Je m'appelle Guillaume, je suis violoncelliste. Oui, ça se voit, répondit-elle d'une voix riante et cristalline qui chatouilla doucement l'oreille de Guillaume. Sur le visage régulier de la luthière s'esquissait un gracieux sourire accompagné d'un regard furtif sur l'instrument de Guillaume Walter. Quant à Jacques, il alla s'asseoir sur la chaise placée devant son établi à lui, posée contre un autre mur, latéral, par rapport à celui de l'espace de travail de son assistante. « Excusez-moi, je vais retourner à mon travail, » dit Pamina. « Je vous en prie. » En regardant le dos de la luthière s'éloigner pour rejoindre son coin, Jacques dit à voix basse « Elle est jeune, mais extraordinairement douée. » Puis, retrouvant sa voix normale, il continua. « Tu as donc entendu un imperceptible changement de sonorité au cours de ton concert, c'est bien ça ?»« Oui. » « Qu'est-ce que tu as joué ?»« Le concerto d'Elgar. »« C'est arrivé à quel moment ?»« Au tout début du deuxième mouvement. Quand tu as pincé les cordes très fort, en triple corde et en quadruple corde. » Exactement. Jacques, tout en posant ses questions au jeune musicien, sortit le violoncelle de l'étui. Et il le coucha précautionneusement sur son établi. L'atelier était très clair, grâce à 2 grandes fenêtres qui donnaient sur la cour. Il alluma néanmoins sa lampe de bureau. « Ah, c'est une fracture d'âme !» s'écria le luthier. « Une fracture d'âme ?» ?»« Oui, c'est une fracture qui s'est produite dans la zone de l'âme. C'est classique. » « C'est grave ? » ?»« Non, ça se répare, on est là pour ça. » Jacques continuait à se pencher et à scruter à l'aide d'une loupe l'infime fêlure qui courait entre le chevalier et le cordier. « Regarde, tu peux voir la fissure toi-même. » Le luthier passa la loupe au violoncelliste. « Ah oui. » Jacques reprit la loupe afin d'observer encore une fois la fracture d'âme. Puis il posa la loupe et releva la tête. Il lâcha en se retournant vers Guillaume. « Il faut que tu me donnes un peu de temps. Parce qu'il faut détabler le violoncelle, c'est-à-dire enlever la table d'harmonie. Le travail est extrêmement minutieux. » « Je comprends. Je demanderai à Pamina de s'en charger, elle le fera mieux que moi. » À l'autre bout de l'atelier, la jeune femme crut entendre son prénom prononcé par Jacques, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été citée dans leur conversation. D'ailleurs, elle ne suivait pas ce qu'ils se racontaient, loin de là. Elle se concentrait sur son alto en construction. « Tu crois qu'il vaut mieux que je mette au courant la fondation ? » ?»« Oui, il vaut mieux. Tu leur diras que tu m'as confié l'instrument. Tu peux citer mon nom ? » ?»« D'accord. Pamina sera contente de faire ce travail. » Un silence de gêne, d'une impalpable inquiétude plana quelques secondes. « Ne t'en fais pas, je m'en occuperai moi aussi, évidemment. Quel luthier pourrait rester indifférent à une merveille pareille ?» s'exclama Jacques Maillard. Cette fois, la voix forte du vieux luthier parvint jusqu'aux oreilles de Pamina. Pamina était une très belle jeune femme de 30 ans. Ayant pour père un marchand d'instruments de musique installé boulevard Beaumarchais à Paris, elle s'intéressa très tôt à la lutherie. À 17 ans, elle décida de s'engager dans cette voie. Elle alla à Mirecourt pour se former, comme la plupart des Français désireux de s'initier, à la facture d'instruments à cordes. À 21 ans, elle eut son diplôme. Mais contrairement à la plupart de ses camarades, elle ne voulut pas entrer dans un atelier français, ni à Mirecourt, ni dans une autre ville. Elle opta pour un voyage à l'étranger. Son père lui conseilla d'aller étudier des instruments de grands maîtres anciens qui se trouvent dans quelques célèbres ateliers dispersés dans le monde. Profitant du réseau des relations de son père, elle alla d'abord s'établir à New York. Elle séjourna 3 ans dans un atelier où elle put observer de près quelques incomparables chefs-d'œuvre d'Antonio Stradivarius et de Niccolo Amati. De New York, elle passa à Londres. Dans la capitale britannique, Pamina a vécu 2 années en qualité d'assistante d'un maître luthier renommé. 2 années durant lesquelles elle put étudier avec une minutie d'orfèvre des chefs-d'œuvre de Jean-Baptiste Vuillaume et de Nicolas Lupeau, ainsi que quelques instruments d'exception de l'école napolitaine.
Elle admira ainsi des violoncelles fabriqués par Niccolo Gagliano. Après Londres, elle alla à Berlin, une ville prodigieuse sur le plan musical, où elle resta 2 ans également auprès d'un luthier qui lui avait été présenté par celui de Londres. Avant de revenir en France en 2016, Pamina se rendit à Crémone. Pourquoi Crémone ? Parce qu'elle voulait apprendre auprès d'un vieux luthier de renom, avant qu'il ne disparaisse, toutes les techniques, toutes les subtilités de la restauration des instruments abîmés, cassés, détruits. Et c'est dans cet atelier de ce vieux maître italien que Pamina entendit parler pour la première fois de Jacques Maillard, Rei Mizusawa, un luthier franco-japonais légendaire, disait-on à Crémone, parce qu'il avait réussi à ressusciter avec l'aide et les conseils de l'immense maître Lorenzo Zappatini un violon de Nicolas-François Vuillaume, réduit en miettes. Pamina voulut en savoir davantage au sujet de ce luthier franco-japonais. On lui raconta alors qu'il était devenu luthier pour réparer le violon de son père, musicien amateur, ce fameux Nicolas-François Vuillaume qui avait été impitoyablement piétiné par un militaire fanatique. L'exploit de Jacques Maillard consistait surtout, selon les dires des luthiers qu'elle fréquentait, à avoir rehaussé le violon de Nicolas-François Vuillaume en demeurant assez quelconque au niveau des instruments des grands maîtres anciens. À Crémone, tous les luthiers savaient que ce Vuillaume Maillard Mizusawa était maintenant entre les mains de la violoniste japonaise Midori Yamazaki, considérée aujourd'hui comme l'une des musiciennes les plus douées de sa génération. L'admiration que portaient les luthiers crémonais à Jacques Maillard et la curiosité suscitée par le récit d'un violon ordinaire transformé par un art consommé en chef-d'œuvre poussèrent Pamina à entrer en relation avec le luthier légendaire de Crémone. Celui-ci répondit, avec amabilité et prévenance, à l'artisane, 3 fois moins âgée que lui, en lui disant qu'elle était la bienvenue et que ses portes lui étaient ouvertes à tout moment. Pamina, un violon en étui dans le dos, frappa à la porte. « Bonjour, je vous attendais, Pamina. Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle ainsi dès la première rencontre ? » Pas du tout, au contraire. Je suis très honorée de faire votre connaissance. Entrez. Asseyez-vous là où vous voulez, faites comme chez vous. Merci, monsieur. Ah non, pas monsieur. Puisque je vous appelle Pamina, appelez-moi Jacques, tout simplement. C'est ainsi que commença une joyeuse conversation entre la luthière de 30 ans et le vieux luthier devenu une légende de son vivant. Pamina sortit le violon de l'étui. « Comme vous m'avez demandé de vous apporter quelque chose de moi, c'est mon violon le plus récent. C'est une copie d'un Guadagnini de 1753. J'ai eu l'occasion, ou plutôt la chance, de restaurer ce Guadagnini et j'en ai profité pour l'étudier à fond, d'où cette copie. » Jacques le prit entre les mains. Ses yeux, qui le scrutaient sous tous les angles à travers ses lunettes fines, brillaient comme ceux d'un fauve en train de guetter sa proie. Admirable. Je peux essayer ? Chuchota Jacques. Je vous en prie. Jacques joua quelques mesures du début de la chaconne et une bonne partie de la gavotte en rondo. C'est un très beau travail, Pamina. Félicitations. Merci, monsieur. Merci. La conversation se poursuivit autour de la formation de Pamina. Lorsque celle-ci eut fini d'évoquer son parcours, à brûle-pourpoint, elle osa poser une question qui la taraudait depuis longtemps, celle qui concernait le mystère du processus par lequel un violon de Nicolas-François Vuillaume s'était métamorphosé en une œuvre maîtresse comparable à un Stradivarius. Pour être honnête, je ne sais pas moi-même comment je suis arrivée à ce résultat. C'est le fruit d'une longue recherche et de la patience opiniâtre. Vous y seriez arrivé, vous aussi. Puis, il faut dire que c'était une restauration particulière dans la mesure où je n'avais gardé de l'original que très peu de choses. D'une certaine manière, c'était une fabrication
presque... qu'en tout cas, l'aspect fabrication l'emportait nettement sur l'aspect restauration. La difficulté, c'était d'assurer la fusion et l'harmonie entre l'ancien et le neuf. Se laissant emporter par les souvenirs liés à cette expérience de la ressuscitation, dit Nicolas François Vuillaume, Jacques Maillard se livra à Pamina. Il lui parla sans gêne de sa double identité, du poids du passé, de ce que 70 ans plus tard, il portait toujours au fond de lui, du Japon sombre et meurtrier des années 40. C'est alors que Pamina avoua qu'elle était un peu comme lui parce que en elle vibraient des liens invisibles avec le lointain pays d'Extrême-Orient. J'ai un grand-père japonais que je n'ai pas connu, mon grand-père du côté paternel. Pamina raconta alors comment elle avait été conduite à la lutherie. Son enfance se confondait avec la vision des instruments du quatuor à cordes, car elle avait le sentiment d'avoir grandi dans le magasin de musique tenu par son père à Paris. Il y avait toutes sortes d'instruments. Mais les plus beaux pour la petite fille qui allait et venait dans le magasin comme un louveteau qui découvre le monde en se promenant dans l'herbe, c'étaient les instruments à cordes. Voyant que Pamina s'y intéressait tant, et en particulier au violoncelle, aussi grand qu'elle, sinon plus, son père lui avait dit un jour que sa mère, à lui, avait été luthière. Il n'avait gardé d'elle que quelques souvenirs fragmentaires. C'était normal, il l'avait perdue dans son enfance lorsqu'il avait à peine 10 ou 11 ans. La grand-mère de Pamina n'avait même pas 50 ans à son décès. Le petit garçon avait alors été confié à ses grands-parents. Après son brevet, il avait commencé à travailler comme commis dans un magasin de musique qui vendait toutes sortes de choses, des instruments, des accessoires de musique, des partitions, des livres. Bien des années plus tard, il avait rencontré au magasin une musicienne amatrice qui jouait du piano et chantait des airs de Mozart. Il l'avait épousée lors de la création de son propre magasin. Pamina était issue de cette union. Votre mère aimait tellement Mozart qu'elle vous a prénommé Pamina? Oui, c'est ça. Je sens dans le choix de ce prénom tout le bonheur que vos parents souhaitaient pour vous. Vous avez raison, je suis sensible à ça. Il y a quelque part un Tamino qui vous cherche. La jeune visiteuse répondit à Jacques d'un sourire complice. Puis elle revint à sa grand-mère. C'était un personnage mystérieux. On ne la connaissait pas bien au demeurant. Ce qui restait d'elle, c'était 3 instruments à cordes qu'elle avait fabriqués à Mirecourt, 2 violons et un alto, ainsi que toute la panoplie d'outils de lutherie auxquels s'ajoutaient quelques affaires personnelles. Parmi celles-ci se trouvait une photographie en noir et blanc, montrant un jeune violoncelliste d'apparence physique asiatique en train de jouer dans une pièce claire. C'était sans doute son atelier parce qu'on y voyait le bout d'un établi avec des outils. Ce violoncelliste était vraisemblablement l'homme qu'elle avait connu et aimé au Japon, à savoir le père de son père. Pour le père de Pamina, sa mère était un être lointain, dépourvu de consistance, par le fait même d'être situé en dehors de sa mémoire active et vivante. Il se souvenait cependant, avec la netteté d'une photographie en couleur, d'une scène de conversation particulière. Elle lui avait dit un jour, ils étaient à table en train de manger, « Ton papa était japonais. Il est mort à la fin de la guerre. Mais tu es toujours avec lui parce que tu portes sa marque dans ton prénom. » Le père de Pamina, assurément, avait le physique d'un Eurasien. « Mais il ne sait pas, reprit Pamina, ou il n'a pas cherché à savoir pourquoi dans son prénom il y a quelque chose de son père. C'est peut-être parce qu'il n'a pas gardé de bons souvenirs de son apparence japonaise. » Pamina se tut. Un ange passa. « Il a souffert du regard malveillant de ses camarades à l'école ?» demanda Jacques d'un ton rêveur. « Oui, je crois. On le traitait méchamment de Chinois. J'ai connu ça, moi aussi. » La conversation s'interrompit de nouveau. Au bout d'un moment de silence, Pamina reprit en balbutiant. « Ma grand-mère a donc vécu au Japon pendant quelques années. D'après le
cahier dans lequel elle notait tout ce qui concernait son travail de luthière, elle avait un atelier près de l'École nationale de musique à Tokyo. Elle s'occupait des instruments à cordes des professeurs et de quelques élèves de cette école. Jacques n'avait pas l'air d'être attentif aux mots de Pamina. Celle-ci, cependant, continuait à parler. Mais quelle idée! Quelle idée, surtout à cette époque-là, de s'aventurer dans un pays aussi lointain, à l'autre bout du monde quasiment. On ne sait pas pourquoi et comment elle a été amenée à partir si loin après sa formation à Mirecourt. Elle exhala un long soupir. « Votre père est né en quelle année ?» demanda Jacques d'un air interrogateur. « En janvier 1946. »« Il est né à Tokyo ?» ?»« Non. »« À Mirecourt. Il n'a jamais été à Tokyo, sauf quand il était dans le ventre de sa mère, » lâcha tout bas Pamina en ébauchant un étincelant sourire. « Votre grand-mère a quitté le Japon en 1945, peut-être après la fin de la guerre ? Elle était enceinte à ce moment-là ? » ?»« Oui. Logiquement, mon père a été conçu en mars ou en avril 1945. La guerre n'était pas encore finie. » »« Elle a donc continué à exercer son métier de luthière à Mirecourt ? » ?»« Oui. Et elle est morte là-bas. » Contrairement à Jacques, Pamina n'avait pas connu la guerre. Elle était si jeune. Mais elle emportait, sans le savoir, une trace indélébile. Un stigmate ineffaçable, une cicatrice prête à se rouvrir à la moindre évocation des conflits meurtriers qui avaient ravagé le Japon, aussi bien que les pays d'Asie et du Pacifique. Vous êtes un peu comme moi, effectivement. Je comprends maintenant. D'un ton joyeux, la conversation était passée à celui d'une veillée funéraire. Près de 3 heures s'étaient écoulées, tous les deux se turent. Un silence profond se creusa et persista. Au bout d'une longue minute, comme sorti d'une rêverie somnolente, Jacques s'écria « Quel homme mal élevé je suis ! Je ne vous ai même pas proposé une tasse de thé, excusez-moi. Voulez-vous prendre quelque chose ? Si vous preniez quelque chose, je vous tiendrai volontiers compagnie. » Très bien. Je vais me faire du thé vert. Vous en prendrez avec moi ? Volontiers. Tandis que le regard de Pamina faisait le tour de l'atelier, qui présentait là une impressionnante collection d'instruments, Jacques revint avec 2 grandes tasses marron foncé de forme irrégulière, posées sur un petit plateau rond, laqué rouge. Il y avait aussi une soucoupe en bois, sur laquelle étaient placés 2 petits gâteaux sucrés tout blancs. Si vous voulez, prenez cette sucrerie avec. Ça accompagne très bien le thé qui est un peu amer. Merci. C'est joli à regarder. C'est comme une fleur. Maintenant, parlons de choses plus terre à terre. Jacques but une gorgée de thé, puis il poursuivit. Ça vous intéresserait de travailler avec moi ? Vous savez, j'ai bientôt 89 ans. Il va falloir que je pense sérieusement à me retirer. Je ne vais garder que quelques clients que je connais depuis longtemps. Je cherche donc quelqu'un qui puisse faire vivre cet atelier. J'y pense depuis pas mal de temps et là, vous arrivez comme une fleur, comme un cadeau du ciel. Qu'est-ce que vous en dites ? Pamina resta privée de parole devant cette offre totalement inattendue. Vous pouvez être logé ici si vous le souhaitez. Il y a un grand studio indépendant de notre appartement que nous avons fait faire, ma femme et moi, pour recevoir des amis. Mais finalement, il reste inoccupé la plupart du temps. Mais votre femme est d'accord ? Demanda Pamina d'une petite voix, d'un air gêné. Oh, elle n'est plus là, malheureusement. Je l'ai perdue il y a 3 ans, déjà. Oh, excusez-moi, on m'avait dit que vous étiez mariée avec une archetière. Oui, Hélène était une excellente archetière. On travaillait souvent ensemble. À peine avait-il prononcé le mot archetière que Jacques sombra dans un mutisme qui le rendit absent. On eût dit qu'il avait tout à coup perdu la tête ou qu'il vivait une autre réalité distincte de celle où se déroulait cette conversation entre lui et Pamina. Manifestement, il s'était faufilé dans un autre lieu, d'un autre temps, qui l'empêchait d'accorder la moindre attention à son interlocutrice.
Pour Pamina, c'était assurément un grand honneur de travailler aux côtés du luthier légendaire. Aussi accepta-t-elle avec joie d'entrer dans l'atelier de Jacques Maillard Rei Mizusawa en qualité d'assistante collaboratrice. Pendant 3 mois, à l'instar d'une employée de bureau, Pamina vint travailler à l'atelier à 9 heures. Elle rentrait dans son minuscule appartement à 18 heures au plus tard. Pamina était heureuse de sa nouvelle situation. Elle en tirait une satisfaction profonde, parce que sous l'aile du vieux luthier, elle profitait constamment de tout son savoir-faire, de son art consommé. Un soir, au moment où Pamina s'apprêtait à repartir, Jacques lui adressa la parole sur le ton familier qui était désormais le leur. « Alors, Pamina, ça fait bientôt 3 mois que tu travailles ici, ça te plaît? Ça se passe bien? » « Ah oui, Jacques, ça se passe parfaitement bien. Je suis comblée. » « Alors, je réitère ma proposition. Tu veux venir occuper le studio si tu le souhaites? Tu peux. Tu n'auras pas de loyer à payer. » Pamina accepta. Ce fut le début d'une étrange et fructueuse relation entre Jacques Maillard Rei Mizusawa et Pamina Schmidt, entre un vieux luthier chevronné et une jeune luthière talentueuse, tous deux portant une blessure traumatique enfouie, engendrée par une guerre fanatique qui avait coûté la vie à plus de 20 millions de personnes en Asie. Merci Constance Dolé. On peut retrouver le livre audio chez Gallimard, Suite inoubliable d'Akira Mizubayashi. Et vous pouvez retrouver Constance Dolé au Festival d'Avignon cet été dans une adaptation du très beau roman de Natacha Martin, Croire aux fauves, adaptation qu'elle a coécrite avec Sandrine Rénal.